Bonjour et bienvenue pour notre exploration du jour. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un numéro de Paris Match. Oui, celui du 12 avril 1985. L'idée, c'est de voir un peu ce qu'il y avait d'intéressant, de marquant à cette époque. Alors, au programme, si j'ai bien compris, on a de l'espionnage Seconde Guerre mondiale. Oui, une histoire assez folle, puis un fait divers tragique en France et un truc surprenant en Chine. Ça a l'air varié. On y va. Alors pour commencer, cette histoire d'espionnage révélée 40 ans après. Roman Tierniawski, Oui, nom de code Brutus, un officier polonais. c'est ça. Et il est au cœur d'une opération ultra secrète, Fortitude. Le but, faire croire à Hitler que le débarquement de 44, ça serait à Calais. Exactement, pas en Normandie. Et Tchernievski avec un autre agent Garbo, ils ont été essentiels dans ce plan, voulu par Churchill. Ce qui est fou, c'est comment il a réussi à embobiner les Allemands, quoi. Mais oui, au départ, il dirigeait un réseau interallié pour les Britanniques en France occupée, puis, paf, arrêté par la Gestapo. Ah ouais. Mais l'Abwehr, le renseignement allemand, ils sont bluffés par la précision de ces infos sur leurs propres troupes. Du coup, ils lui proposent de retourner sa veste. Devenir agent double. Voilà. Mais attention, hein. C'est là que ça devient intéressant, non? Le magazine dit qu'il a posé des conditions. Ah oui, et des conditions assez audacieuses. Que la Pologne soit bien traitée après la guerre, que ses agents arrêtés soient considérés comme prisonniers de guerre, Rien que ça. et une autonomie complète pour lui. Et figure-toi que ça a été accepté jusqu'à l'amiral Canaris, le chef de l'Abwehr. C'est incroyable. Et son évasion après, c'était une mise en scène, donc. Totalement. Mais après, il a fallu regagner la confiance des Britanniques. C'était pas gagné, hein. J'imagine. Comment il s'est pris, justement? Il a tout révélé au Double Cross System, l'unité britannique qui gérait justement ses agents doubles. Au début, pour prouver sa loyauté aux Allemands, il leur a donné des infos, disons, exactes, mais pas cruciales. Malin. Pour se rendre crédible sans trop en donner. Exactement. Et puis arrive le moment clé, début 1944, l'opération Fortitude, Et là, il commence à envoyer des fausses informations, c'est ça? sur une armée américaine fantôme. La FUFG. Oui, le First US Army Group. Une armée entièrement bidon, dirigée soi-disant par Patton, et concentrée face au Pas-de-Calais. Avec des faux messages radio, des détails précis, tout pour que ça ait l'air vrai. Le but était de convaincre l'état-major allemand que le gros débarquement aurait lieu là. Et ça a marché. Et l'impact a été énorme, j'imagine. Ah oui, décisif. Ça a immobilisé des divisions allemandes vitales, surtout des blindés, dans le nord. Ils attendaient une attaque à Calais, qui n'est jamais venue. Ça a laissé le champ plus libre aux Alliés en Normandie. Ça montre vraiment la puissance de la désinformation dans la guerre. Complètement. Une guerre psychologique. Bon, on change radicalement de sujet maintenant. On passe à une affaire qui a profondément marqué la France dans ces années-là. L'affaire Grégory. Oui, et plus précisément, le magazine revient sur le meurtre de Bernard Laroche par Jean-Marie Villemain, le père du petit Grégory. Le récit d'un journaliste, Jean Kersey, est publié. Et c'est assez glaçant. Oui, il raconte avoir passé une nuit, quelques semaines avant le meurtre, à essayer d'empêcher Villemain, qui était armé d'un fusil, de tendre un guet-apens à Laroche. Il décrit la détermination de Villemain et de sa femme Christine. Ça fait froid dans le dos. Ça illustre bien la tension extrême autour de cette affaire et la complexité de l'enquête avec une pression médiatique énorme. Oui, le magazine rappelle les soupçons qui pesaient sur Laroche, notamment à cause du témoignage de sa belle-sœur Muriel Boll, qui était ado à l'époque. Et qui a varié plusieurs fois, plus des expertises graphologiques très controversées. Laroche avait été libéré, faute de preuves jugées solides, juste avant d'être tué. Et la scène du meurtre, telle que décrite. Laroche abattu devant sa femme, Marie-Ange, qui dit qu'il a crié son innocence jusqu'au bout. C'est terrible. Ça montre aussi le désespoir, la colère dans la famille. Oui, et ça soulève toutes les questions sur l'emballement médiatique, le rôle des rumeurs, l'engrenage de la haine, de la vengeance. Surtout dans une petite communauté touchée par un drame initial non résolu. Le récit de Kerr laisse penser que l'acte de Villevara était prémédité, en fait. C'est ce que ça suggère, oui. Une tragédie dans la tragédie. Allez, on termine sur une note très différente. On part en Chine en 1985, à Canton, près de Hong Kong. Et là, on parle de disco-révolution. Ah oui, c'est assez étonnant. Le truc le plus fou, c'est l'organisation du premier concours de Miss Canton. Et devine par qui? Alors là, Par la Ligue de la jeunesse communiste. non, c'est vrai. Oui, les critères, vertu, intelligence et beauté. Et la gagnante, une certaine Xi, qui danse le disco devant les officiels. Mais c'est un contraste incroyable avec la révolution culturelle, à peine 10 ans avant,
où la danse, le maquillage, tout ça, c'était pour chasser comme bourgeois et décadents. C'est ça. On voit vraiment l'ouverture économique lancée par Deng Xiaoping qui commence à se traduire culturellement. Une soif de loisirs, de mode, D'expression individuelle, tout simplement. des discothèques privées qui ouvrent leurs portes, les jeunes qui découvrent le breakdance. Il y a même des photos de concerts rock comme celui d'un groupe nommé Pékin Underground. Ça devait être quelque chose, hein, même si c'était sans doute encore limité géographiquement, à Canton surtout en 85. Oui, le magazine montre aussi une photo prise à Pékin où la danse était encore interdite dans un parc. Donc c'était pas partout pareil. Mais c'est quand même un signe fort, un indicateur fascinant des changements sociaux qui étaient en train de se préparer en Chine. Ce lien entre économie qui s'ouvre et nouvelles formes culturelles. C'était les tout débuts de la Chine qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, en quelque sorte. Bon, voilà. Espionnage de haut vol, drame humain poignant et une Chine en pleine mutation culturelle. Ce numéro de Paris Match était une vraie plongée dans des réalités très contrastées de 1985. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ces fragments du passé, un secret de guerre qui refait surface, une affaire judiciaire dont l'ombre plane toujours, et puis les premiers pas d'une nouvelle ère en Chine. Ça montre bien comment l'info d'hier, elle continue de nous parler. Absolument. Et ça nous amène peut-être à une question pour finir. Au-delà des faits bruts qu'on trouve dans ces vieux magazines, comment est-ce que les récits qu'on construit à partir de tout ça façonnent notre mémoire et notre regard sur le présent? C'est une bonne question, ça laisse matière à réflexion. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle exploration. À bientôt!